Voilà, avouez que vous êtes épatant, monsieur le ministre, à la fois homme de chiffres et de lettres. On se connaît bien depuis quelque temps et depuis 5 ans, vous parvenez à jongler avec les statistiques et les mots, entre la calculette et la plume. Et depuis quelques semaines, vous écrivez le tome 2 de l'ouvrage que vous co-signez avec le président Macron, Si Bercy m'était compté, bien sûr, avec un P et un T. Ou comment transformer la France pour en faire un leader sur l'échiquier mondial. Voilà un bien beau sujet. Merci d'être avec nous. Vous êtes en compagnie de Philippe Mabille. Je vous demande d'applaudir et de remercier M. Bruno Le Maire. Merci. Merci Frédéric. Monsieur le ministre, asseyez-vous à ma droite. Bonjour Bruno Le Maire, bonsoir plutôt. Bonjour. Si on était le 23 septembre à 22h, la une de la tribune ce soir, Paris, Tour Eiffel, Hôtel de Ville, musée. À 22h, la ville lumière éteint les feux. Et Bercy n'éteint jamais les feux, bien sûr, parce que vous êtes au travail. Bercy fait très attention à sa consommation énergétique. Alors je vous rassure, on ne va pas éteindre tous les spots, mais vous verrez en sortant, normalement il devrait faire nuit, que nous faisons très attention à notre consommation énergétique. Alors, et que nous la diminuons. On a 15 minutes, ce qui est court. Merci d'être avec nous pour ouvrir comme chaque année. Heureux de vous retrouver pour cette rentrée de votre deuxième quinquennat à Bercy et parler de la situation dans laquelle on est. Je commençais par la traditionnelle opening joke, mais en fait, c'est pas drôle. C'est même pas drôle du tout. Mondialisation en plein bouleversement. Dans quel monde sommes-nous en train d'entrer, Bruno Le Maire? Est-ce que ce monde, c'est le retour des blocs, c'est le retour de la fermeture? Je ne crois pas. Alors, on a 15 minutes, donc je vais essayer de simplifier des choses qui sont extraordinairement complexes. Je pense que nous sommes effectivement dans un moment de transformation que je qualifierais d'anthropologique. Pas simplement économique, pas simplement financier, mais anthropologique. Nous avons d'abord un nouveau rapport à la mondialisation. Ça, c'est certain, pour répondre à votre question. Chacun a compris qu'il valait mieux produire les choses chez soi. Tout simplement parce que c'est trop risqué de les produire ailleurs. Et ce qui est en train de se passer entre l'Ukraine et la Russie, je peux vous garantir, je le dis devant un certain nombre de chefs d'entreprise qui sont présents, amène chacun à se dire, si demain il se produit la même chose entre la Chine et Taïwan, ce qui est hautement probable, nous allons nous retrouver coupés de chaînes d'approvisionnement complètes. Donc il vaut mieux produire nos batteries électriques chez nous, nous le faisons, produire nos semi-conducteurs chez nous, nous le faisons, produire tout ce qui est essentiel et stratégique à la vie de la nation sur le territoire, au moins à l'échelle européenne. Ça, c'est le premier changement, qui est un changement de rapport au monde. Il y a un deuxième changement, c'est le changement du rapport à la nature. Le président de la République l'a très bien dit. La nature, nous l'avons exploitée pendant des décennies et des décennies. Et quand vous regardez sur le temps long, c'est tout à fait spectaculaire de voir, les climatologues le diraient beaucoup mieux que moi, comment est-ce que l'humanité, jusqu'au début du XIXe siècle, a finalement assez peu usé, abusé, utilisé la nature, et comment, avec la révolution industrielle qui se termine maintenant, elle a exploité de manière démesurée et irresponsable les ressources de la planète. Et comment la révolution nouvelle qui nous attend, la nouvelle révolution technologique, doit nous amener justement à préserver cette ressource et à changer de rapport au monde. Le monde n'est pas à notre disposition. La nature n'est pas à la disposition de l'homme. Nous devons la respecter. La respecter pour vivre, la respecter pour survivre. Car si nous nous affranchissons des barrières entre l'humain et l'animal, ça donne le Covid et les épidémies que nous avons connues récemment. C'est un deuxième changement de nature anthropologique. Nous changeons de rapport à la planète. Enfin, je crois profondément que nous changeons aussi de rapport à nous-mêmes. Et que la révolution digitale, la révolution numérique, et je vous suis très reconnaissant d'être assez peu plongé devant vos écrans, parce que ça n'a fait que 2 ou 3 minutes que je m'exprime, mais si ça dure encore 5 minutes, la moitié de la salle sera devant son écran, et si mon intervention dure 10 ou 15 minutes, toute la salle sera devant son écran. Parce que nous avons changé de rapport à nous-mêmes, et que les autres, c'est une partie de notre vie, mais l'autre partie de notre vie, c'est ce qui figure sur nos écrans, sur nos données, sur nos réseaux, sur un monde qui est un second monde, le monde digital. Et vous le voyez vous-même avec vos enfants, nous pensions que le numérique était un facteur d'ouverture, de connexion entre les uns et les autres. C'est aussi un facteur de repli.
Donc c'est ces trois révolutions qu'il faut arriver à appréhender ensemble, qui sont des révolutions anthropologiques, nouveau rapport au monde, nouveau rapport à la planète, nouveau rapport à nous-mêmes. Vous voyez que ça fait quand même beaucoup pour des responsables politiques qui n'arriveront pas tout seuls à gérer ces révolutions. Il y a une formule que j'aime bien qui est l'écran fait écran, que même les champions de la Silicon Valley disaient il ne faut pas donner d'écran à nos enfants, à leurs enfants en tout cas, peut-être aux nôtres, mais leur ils n'en donnaient pas. Mais il y a derrière un enjeu social absolument majeur. Il est évident que ceux qui ont les niveaux d'éducation les plus élevés sont ceux aussi qui s'affranchissent le plus des écrans et qui savent maîtriser une culture, des liens différents. Moi, je pense qu'il y a un enjeu culturel et un enjeu d'égalité sociale absolument fondamental dans le nouveau rapport que nous entretenons avec nous-mêmes à travers les écrans, le digital et le numérique. Et du point de vue de la démocratie, cela pose un problème absolument majeur. Il n'y a pas de démocratie sans vérité, il n'y a pas de démocratie sans diagnostic commun, il n'y a pas de démocratie possible sans échange de faits, de réalités. Mais à partir du moment où tout se vaut, où le mensonge vaut la vérité, où l'approximation vaut la précision, là, il n'y a plus de démocratie possible. Et vous courez le risque de voir s'affirmer petit à petit des régimes totalitaires. C'est un des gros enjeux que nous avons devant nous. Nous ne sommes plus, nous, les démocraties majoritaires dans le monde. Nous devons réaffirmer l'importance, la valeur, la force des démocraties libérales. Alors pour en revenir à la situation économique en France, les conséquences que nous allons vivre à court terme ou à moyen terme ou à long terme de cette crise que vous venez de décrire, vous avez annoncé cet après-midi tout juste les prévisions pour l'an prochain. Alors je les rappelle, 1%, je crois, de croissance, c'est un sacré ralentissement. Mais vous êtes optimiste, vous pensez qu'on peut conjuguer la désinflation, qui va être difficile, elle va être élevée, l'inflation 4,2 d'après vos prévisions, et maintenir la croissance. Est-ce qu'on ne risque pas, alors que nos voisins sont en train d'entrer en récession, de voir ces prévisions être malheureusement mises en doute? Non, moi je reste, et je le dis avec beaucoup de force, très confiant et très volontariste pour l'économie française. Je ne crois pas au scénario catastrophe. Peut-être que les faits me tromperont et montreront qu'il y a une autre réalité possible, mais je crois profondément, chiffres à l'appui, statistiques à l'appui, en regardant ce que me disent les chefs d'entreprise, que le pire n'est pas certain et que nous pouvons passer ce cap difficile. Il faut juste prendre un tout petit peu de recul. D'abord, on regarde l'année 2022. Quand j'avais fait mes prévisions de croissance à 2,5, je me souviens d'instituts très célèbres et très réputés, que je ne citerai pas, qui m'avaient dit « jamais 2,5 pour la France en 2022, 2,3 au mieux. Pour certains, 2. Nous ferons mieux que 2,5 en 2022. » Il y a eu de la consommation, il y a eu de la demande, il y a des entrepreneurs qui se sont retroussés les manches. Donc moi je constate simplement que la croissance est là, l'investissement est là, les créations d'emplois sont là. Ralentissement, oui, bien sûr. Quand vous avez une guerre en Ukraine, des prix de l'énergie qui explosent, une Allemagne qui menace d'entrer en récession, des États-Unis qui techniquement ont été en récession et un marché chinois qui est fermé, c'est normal que ça fasse un petit choc économique sur notre propre économie qui est intégrée à ces autres grandes économies. Mais 1% de croissance, ça reste une croissance positive pour 2023. Et j'ai la conviction qu'au-delà de cette année 2023, progressivement, l'économie française va retrouver des couleurs. Pourquoi ? Parce que nos fondamentaux ont été assainis. Assainis par la politique de la majorité, assainis par la politique du président de la République. Oui, aujourd'hui, c'est intéressant d'investir en France et nous sommes la première destination pour les investissements étrangers en Europe. Oui, il y a des créations d'emplois et il y a des besoins d'emploi partout, des besoins de main-d'œuvre partout sur les territoires français. Oui, nous innovons, nous investissons et nous sommes devenus attractifs du point de vue fiscal. Donc, je crois véritablement que la politique que nous avons mise en œuvre commence à porter ses fruits, qu'elle nous permettra, dans les années qui viennent, d'atteindre ce qui est notre objectif, de la prospérité pour tous les Français et le plein emploi en 2027, c'est-à-dire une situation qui ne s'est pas produite depuis plus d'un demi-siècle en France. Monsieur le ministre, de mémoire de Bercy Watcher, et j'en ai fait quelques-uns des ministres, j'ai jamais vu un ministre de l'économie et des finances annoncer la récession dans son projet de budget. Donc on peut considérer que vous êtes dans votre rôle. En même temps, tous ceux qui sont dans la salle, il y a une inquiétude importante. Et il y a un point, on en a un peu parlé au début avec ma petite
introduction sur la ville lumière qui va éteindre les feux à 22h, c'est qu'on a quand même un problème, docteur, avec l'énergie. On avait l'avantage comparatif de la France, un des principaux avantages, c'est d'avoir une énergie pas chère pour les entreprises. C'est un des facteurs d'attractivité que vous venez de citer. On l'a perdu. On l'a perdu pour plein de raisons sur lesquelles on va pas revenir pendant un quart d'heure, parce que ça pourrait nous emmener loin. Mais est-ce que ça ne remet pas en cause, et c'est ça ma question, toute la stratégie de réindustrialisation que vous essayez de mettre en œuvre? Est-ce qu'on n'est pas en danger? J'ai vu des études alors, qui sont encore pas forcément toutes rendues publiques, mais beaucoup de gens du monde patronal, de ces PME, etc., disent qu'il y a des entreprises, des PME qui vont ils vont mettre la clé sous la porte peut-être cet hiver. Quel est votre diagnostic face à la gravité de la situation et qu'est-ce que vous pourriez faire pour aider justement ces entreprises, pas seulement les ménages, mais les entreprises, parce que s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y aura pas d'emploi. Alors je vous rejoins totalement sur le fait que le point de bascule, il est autour de l'énergie, sa disponibilité et son prix. C'est ça qui va faire le point de bascule entre une croissance qui va résister, ce que je crois, et une croissance qui pourrait s'effondrer parce que tout d'un coup, il n'y aurait plus d'énergie ou alors à des prix stratosphériques, donc inatteignables pour les entreprises. Pourquoi est-ce que je crois plus à la première option? D'abord parce que je pense que nous allons tous être responsables. Et que la meilleure façon de passer un hiver dans les meilleures conditions, c'est de faire preuve de sobriété énergétique, c'est-à-dire, pour le traduire en bon français, réduire tous, tout de suite, notre consommation d'énergie. Et je rassemblerai ici, à Bercy, tous les chefs d'entreprise, des plus grandes entreprises françaises, d'ici quelques semaines, avec les responsables de la production énergétique française, pour que nous nous mettions tous d'accord, dès qu'il y aura un signal d'alerte sur le fait qu'il y a une pointe de consommation et qu'il faut que nous ralentissions dans 2 jours, dans 3 jours, notre consommation d'énergie pour que nous puissions passer collectivement ce pic de consommation dans les meilleures conditions, sans que la croissance ait à en souffrir, donc la prospérité, donc l'emploi, que chacun réduise sa consommation. C'est quelque chose de radicalement nouveau, auquel nous ne sommes pas habitués, mais qui va nous aider à passer ce cap de l'hiver prochain. Je ne sais pas s'il sera rigoureux, je ne sais pas s'il sera doux, je sais simplement que la première des réponses, elle a été rappelée par le président de la République, par la première ministre, c'est la sobriété, et très concrètement, ça veut dire au bon moment, quand on sait qu'il va faire très froid, que la disponibilité électrique est moindre, qu'on anticipe la réduction de notre consommation. La deuxième chose, c'est éviter que les prix explosent. Déjà, on a pris un certain nombre de décisions qui sont fortes. Regardez la décision qui a été prise par le Conseil européen de l'énergie, plafonner les prix pour le lendemain. Vous savez qu'aujourd'hui, sans rentrer dans la technique, les marchés peuvent faire exploser la demande pour le lendemain. Le petit kilowattheure dont vous avez besoin, il peut atteindre un coût marginal exorbitant qui se chiffre en milliers d'euros le mégawattheure. Là, nous l'avons plafonné. Signal prix très puissant. Quand nous disons que nous allons faire des achats en commun sur le gaz, signal prix très puissant. Quand nous disons que nous sommes prêts à plafonner le prix du gaz, signal prix très puissant. Donc j'ai la conviction qu'avec toutes ces décisions européennes, nous allons avoir des prix énergétiques qui vont être moins délirants, moins spéculatifs que ce que nous avons connu précédemment. Enfin, troisième condition pour passer cet hiver correctement, c'est évidemment qu'on produise plus. Et notamment que nos réacteurs nucléaires qui sont aujourd'hui à l'arrêt, soit pour maintenance, soit pour des questions de corrosion sous contrainte que vous connaissez tous, redémarrent le plus vite possible. Nous y travaillons chaque jour en veillant à ce qu'effectivement les choses avancent et que la production d'électricité nucléaire retrouve le niveau que, de vous à moi, elle n'aurait jamais dû quitter. Donc avec tout cela, parce que nous ne restons pas les bras croisés, que nous sommes totalement mobilisés collectivement, comme nation, comme peuple, comme entrepreneurs, je pense très sincèrement que nous pouvons passer l'hiver prochain sans que ça se solde par une catastrophe énergétique. Alors, si je projette la question au-delà de l'hiver prochain, le très court terme, il faut effectivement, je crois que vous m'aviez dit, il faut déjà passer Noël. Bon, passons Noël, avec de la lumière si possible. Est-ce qu'à plus moyen-long terme, il y a quand même matière à s'inquiéter? On va payer l'énergie beaucoup plus cher que certains de nos grands concurrents. Je pense notamment aux États-Unis.
Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un choc de compétitivité majeur, négatif? Par ailleurs, avec un euro qui est faible, pourrait encore s'affaiblir face au dollar, est-ce qu'on n'est pas en train de s'appauvrir, peut-être va-t-il y avoir, il y a certains groupes qui envisagent de délocaliser à cause du prix de l'énergie, et puis des groupes peut-être européens ou français qui vont se faire racheter à très bas prix. Que fait le ministre de la Souveraineté, que vous êtes également, et ça sera ma dernière question pour vous libérer, pour affronter cette possible situation? D'abord, il y a les aides immédiates. Je le dis à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, nous prenons le problème à bras-le-corps. Toutes les PME qui nous écoutent et qui disent « je ne peux plus payer ma facture d'électricité et de gaz », nous avons simplifié drastiquement le mécanisme de soutien, l'accès aux 2 millions d'euros de subvention. Les critères ont été simplifiés. Vous pouvez utiliser ce mécanisme. Ça va vous aider à passer les semaines qui viennent. Même chose pour les énergos intensifs, pour tous ceux qui ont des consommations importantes. Je le dis là aussi devant les grands chefs d'entreprise qui sont présents. Les critères sont trop compliqués. Et la Commission européenne a mis sur pied un dispositif qui ne marche pas. Je le dis aussi librement que ce que j'ai pu le dire à la Commission européenne. Et cette manie de faire toujours compliqué, toujours trop subtil, toujours trop complexe, en se disant au moins comme ça ne marchera pas, ça ne nous coûtera rien, ça n'est pas la bonne réponse à la crise énergétique actuelle. J'ai demandé la simplification. Nous obtiendrons la simplification des aides financières pour les énergo-intensifs et les électro-intensifs dans les mois qui viennent ou dans les semaines qui viennent. Sur le plus long terme, la réponse, elle tient en un seul mot, investir. Et investir plus vite. Investir dans le nucléaire. On va créer 6 nouveaux EPR dans les années qui viennent. Investir dans les énergies renouvelables en simplifiant drastiquement les procédures. Je ne peux pas continuer à mettre 11 ans pour mettre sur pied un champ éolien offshore. Ça n'est pas possible. Regardez la manière dont les Allemands ont accéléré des procédures pour réaliser, par exemple, un terminal de GNL en Allemagne. Regardez leur accélération. Nous devons être plus rapides dans la réalisation des infrastructures industrielles et des infrastructures énergétiques, notamment sur le renouvelable. Enfin, il y a une promesse qui est particulièrement porteuse d'avenir, c'est l'hydrogène. Nous avons investi plusieurs milliards d'euros là-dessus. Nous y travaillons avec l'Allemagne et je considère que tous les industriels français doivent s'engager dans ces perspectives hydrogène. Ce n'est pas la recette miracle, mais c'est un des éléments qui doit nous permettre d'accélérer la décarbonation de notre industrie et d'offrir aussi d'autres perspectives du point de vue énergétique. Donc nous ne sommes pas désarmés. Et je considère que tous ceux qui font confiance uniquement aux énergies fossiles pour les années qui viennent seront pris de court à leur tour dans 5 ans, dans 10 ans, quand nous aurons basculé dans un autre mix énergétique. Et c'est là que l'Europe et la France peuvent jouer leurs cartes. Last question au ministre des Finances. Vous avez annoncé 3 milliards d'euros d'impôts sur les sociétés en plus en 2023 par rapport à la prévision initiale de recettes fiscales de l'impôt sur les sociétés, ce qui prouve que votre optimisme finalement rapporte. Mais ce qui prouve une chose très simple, c'est que quand vous baissez les impôts, ça rapporte. Les recettes augmentent. Ça s'appelait la courbe de l'affaire, ça. Voilà, tous ceux qui nous disaient qu'il ne faut pas baisser l'impôt sur les sociétés et ça va faire moins de recettes fiscales pour l'État, nous avons baissé l'impôt sur les sociétés, tenu parole, à 25%, moyennant quoi les recettes ont augmenté. Au passage, ça me permet de dire tous les chefs d'entreprise qui s'inquiètent sur la suppression des impôts de production et de la CVAE, qu'ils peuvent s'inquiéter de beaucoup de choses. Ils peuvent s'inquiéter que le ciel leur tombe sur la tête. Mais ils ne peuvent pas s'inquiéter que le ministre des Finances ne tienne pas ses paroles en matière de baisse des impôts. J'avais promis que nous baisserions, avec le président de la République, de 33,3 à 25% l'impôt sur les sociétés. Nous avons tenu parole. Nous avions promis que nous baisserions de 10 milliards d'euros les impôts de production. Nous avons tenu parole. Contre vents et marées. Donc quand je vous dis que nous supprimerons la CVAE, les 8 milliards d'euros, mais que nous ne le ferons pas en une seule fois, mais en 2, pour tenir compte des difficultés de finances publiques, vous pouvez me croire sur parole, les 8 milliards d'euros seront supprimés en 2 ans. C'est déjà beaucoup pour nos industriels. Une taxation des super profits, comme on les appelle, que vous considérez qu'ils n'existent pas, ça serait une ligne rouge pour Bruno Le Maire à Bercy? Mais moi, vous savez, je ne suis pas prix Nobel d'économie. Donc je lis les prix Nobel d'économie. Et j'ai lu une interview remarquable, comme toujours, de Jean Tirole, il y a quelques jours, dans Le Point, pas tout à fait précis, qui disait exactement la même chose. C'est très compliqué de savoir ce que c'est que des super profits. Je pense qu'il dit la même chose que moi. Donc je ne sais pas très bien ce que c'est, ou alors je sais trop bien ce que c'est. Parce qu'en réalité, c'est taxer toutes les entreprises et les profits de toutes les entreprises. Et je ne pense pas que ce soit bon pour notre économie. En revanche, qu'on aille récupérer l'argent des rentes, c'est-à-dire les énergéticiens,
Ils font du renouvelable, à qui on a garanti pendant des années le prix de rachat de leur électricité. On leur a dit investissez dans le renouvelable. Et ne vous inquiétez pas, si le prix est trop bas, on paye. Investissez dans les panneaux solaires. Ne vous inquiétez pas, si le prix est trop bas, on paye. Zéro risque. On leur a garanti le prix. Et pendant des années, l'État a payé, parce que les prix étaient bas. Maintenant que les prix explosent, que ces énergéticiens ne puissent pas disposer d'une rente, mais je serai le premier à défendre cette idée-là, et le premier à l'appliquer, que les choses soient bien claires. Je ne veux pas de rente, ni taxe, mais un mécanisme de marché qui fait que dès que le prix dépasse ce qui était garanti pendant des années, les électriciens reversent l'intégralité des recettes supplémentaires à l'État qui en a bien besoin. Merci Bruno Le Maire, je crois qu'on vous a bien compris. D'une façon ou d'une autre, les profits seront repris. Merci beaucoup. How can your bold vision be transformed into long-term value? Is your technology moving fast enough to realize your ambitions? Are you reframing your future, or is the future reframing you? Realize your transformation with connected strategy, transactions, and technology. Realize your transformation with EY.